Alors bonjour, donc je vous présente ici nos travaux sur une évaluation, ou un début en tout cas d'évaluation indépendante des signatures épigénétiques publiées dans les troubles du neurodéveloppement. Alors on en a déjà parlé un peu ce matin, hein. Maintenant les épisignatures dans les troubles du neurodéveloppement c'est un peu passé à l'ère industrielle, on en a une assez grande quantité. Alors j'attire votre attention quand même sur le fait que sur les chiffres publiés, quand on regarde dans les détails, finalement, notamment dans le premier papier sur 44 syndromes, on se rend compte qu'il y avait 10 échecs, 15 qui n'étaient pas validés, et que finalement, il y en avait surtout 19 qui étaient réellement utilisables de façon sérieuse. Aujourd'hui, donc, sur le nouveau papier, il y en a 57 qui sont annoncés. Il y a aussi plein d'articles donc, concurrents ou complémentaires pour chacune, ou en tout cas pour plusieurs des signatures. À chaque fois, en données supplémentaires, on a disponible la liste des sondes différentiellement méthylées entre les cas et les contrôles. Parfois, on a aussi les moyennes de pourcentage de méthylation entre les cas et les contrôles. Par contre, clairement, ce qui est indisponible à chaque fois, ce qu'il faut bien savoir, c'est que quand on dit qu'une épisignature existe, clairement, l'algorithme de classification, lui, il n'est pas disponible, en tout cas pas de façon libre, ni les données brutes pour les réestimer. C'est un peu comme si on vous disait qu'il y avait un super gâteau super bon. On vous donne la liste des ingrédients. Par contre, les quantités et la façon de les mélanger pour faire le bon gâteau, alors ça, c'est gardé secret, évidemment. Donc, nous ici, notre question, ça a été de voir si on pouvait, de notre côté, à l'échelle française et de façon tout à fait libre, essayer donc de proposer une utilisation de ces épisignatures qui étaient publiées et essayer aussi d'en évaluer les performances en termes de sensibilité et spécificité, parce que pour l'instant, ça, c'est encore une question qui n'est pas très claire. Donc pour ça, on vous a contacté. On a contacté tout le monde à l'échelle nationale pour récupérer donc des contrôles positifs, des contrôles négatifs, on les avait en local, mais aussi donc des VSI sur tous les gènes qui étaient disponibles en épisignature. On a envoyé au CNRGH et chez DAGenode un certain nombre de prélèvements sur des gènes pour lesquels on avait suffisamment de contrôles positifs pour faire une analyse sérieuse. Donc les gènes, vous les avez ici, hein, CHD8, ATRX, CHD7, CREB-BP, DNMT3A, KDM5C, KNT2A, KMT2D, du Cornélia de Lange et NSD1. Depuis cet été, même le mois d'août, nous sommes maintenant donc à quasiment une dizaine de contrôles positifs par gène et un certain nombre de VSI. Donc les données que je vais vous présenter à la suite donc, sont ces données-là. Les données, je les ai reçues dans le courant du mois d'août. Je suis partie en vacances entre-temps, donc voilà. Donc ce sont vraiment des travaux en cours, des résultats qui datent d'il y a quelques jours. Donc effectivement, je vais discuter les résultats, les analyses ne sont clairement pas finales. J'attire votre attention aussi sur le fait qu'on a toujours inclus, on n'a pas inclus au CNRGH des témoins négatifs, mais maintenant on le fait à chaque fois. Et on a sur chaque plaque de 96 échantillons, on a 12 contrôles négatifs pour valider les résultats et être sûr qu'on n'a pas d'effet batch. Donc ici, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, ce qu'on ne fait pas déjà, c'est on ne va pas sélectionner une nouvelle signature, on ne recommence pas de A à Z, parce que clairement, on n'a pas la taille d'échantillon suffisante pour le faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la liste de sondes qui a déjà été publiée, qui a déjà été sélectionnée comme pertinente. On va aussi l'appliquer aux données de méthylation qui sont normalisées et qui sont aussi déjà ajustées pour les effets d'âge, de sexe et de composition cellulaire. Et après, on applique un algorithme des plus proches voisins qui semble le plus intuitif quelque part. Alors, je vous l'explique tout de suite. Donc, vous avez ici des contrôles positifs qui sont en orange, des contrôles négatifs qui sont en vert. Notre problème, c'est de classer les VSI qui sont en bleu. Si vous prenez le premier à gauche, évidemment, tous ces voisins sont des oranges. Donc, on va le prédire comme une épisignature positive. Si je prends le point en bleu ici, ces voisins sont verts, donc je vais le prédire épisignature négative. Et alors ici, pour ce point qui a des voisins orange et des voisins verts, eh bien donc il a 90% de voisins qui sont des contrôles positifs. La question, c'est la question du seuil, de est-ce que je seuille à 50% pour un vote à la majorité, ou est-ce que je suis plus rigoureuse, en tout cas plus sévère, et je lui demande par exemple 100% de voisins positifs pour le décréter comme positif. Alors ici,
les chiffres, il ne faut pas du tout les prendre pour argent comptant, parce qu'effectivement, comme je vous disais, ce sont des travaux en cours. La méthodologie, on va l'affiner, on va l'optimiser. Maintenant, ce qui est clair, c'est que la spécificité sur ces signatures, elle est vraiment très bonne, donc on est très heureux. Par contre, sur la sensibilité, le message à retenir, c'est vraiment que la sensibilité est très variable. Il y a des signatures qui fonctionnent très bien, il y en a qui sont beaucoup plus compliquées, voire très compliquées, et pour celles-ci, on ne peut pas du tout garantir la présence de faux négatifs. D'accord ? Donc maintenant, je vais revenir un peu sur tous ces résultats. Aussi, juste un petit détail, hein, on fait avec ce qu'on a. Par exemple, ici, les CHD8, la signature de 2020 est très mauvaise parce qu'en fait, elle est basée sur 5 CHD8. La signature de Sioux, qui en avait 8 ou 10, est meilleure. Évidemment, dans la nouvelle version d'EpiSign, CHD8, la signature a été améliorée parce que je crois que maintenant, ils sont à 19 CHD8, voire encore plus. Sauf que ça, ces données-là, elles ne sont pas disponibles parce que les seules données disponibles en données sup, ce sont les nouvelles signatures, pas les mises à jour des signatures. Voilà. Donc, un exemple d'une signature qui marche super bien, c'est NSD1. Elle se voit sur la heatmap à gauche. Vous avez une hypométhylation drastique à gauche chez les NSD1. Vous les voyez ici avec des contrôles qui sont ici, les cas qui sont très bien séparés. On est même très heureux de pouvoir dire qu'on avait donc ici, c'est le petit rond violet ici, je ne suis pas sûre que les couleurs passent très bien, c'est une forme évocatrice de Sotos mais avec un exome négatif. Là ici, par l'épisignature, on peut confirmer que c'est bien un diagnostic de Sotos. ATRX ici, donc j'ai marqué signature complexe. Alors elle fonctionne très bien. La seule chose, c'est que vous aviez ici des formes extrêmes et ici des formes plus intermédiaires, plus atténuées d'épisignature. C'est quelque chose qui est déjà vu dans la littérature, dans la première publication d'une épisignature d'ATRX, il y a déjà mention de ces signatures partielles pour qui tous les CPG ne sont pas différentiellement méthylés. Ça se voit clairement ici. Maintenant, du coup, pour la classification des VSI, ça veut dire qu'on est face à des VSI qui parfois semblent avoir une épisignature intermédiaire. Donc, ce sont des profils intermédiaires, ils sont tous masculins. Donc pour l'instant, en fait, il n'y a pas forcément de corrélation entre épisignature et génotype ou épisignature et phénotype. Un autre exemple lié au chromosome X, KDM5C. Cette fois ici, on voit clairement, alors les femmes sont en plus clair. Donc les 2 points ici, les 2 points roses ici, ce sont des femmes. On s'attend effectivement à ce qu'elles aient des profils intermédiaires sur l'épisignature. Il se trouve qu'en VSI, on a aussi, donc on a des femmes qui sont en bleu clair, mais on a aussi 3 hommes qui présentent une signature intermédiaire de KDM5C, sans qu'on sache, pareil, comment l'expliquer. Et donc, on ne sait pas forcément comment classer ces VSI qui sont intermédiaires, mais chez des garçons. Donc, voilà cette question. Ici, je suis allée un peu vite sur KDM5C. Non, voilà. Et alors, KDM5C, aussi, autre petite caractéristique de KDM5C, c'est qu'on a étonnamment donc, 2 contrôles positifs qu'on vient d'ajouter dans le nouveau batch, qui sont tout en bas à gauche. Vous les avez peut-être remarqués. Donc, on a 2 jolis points rouges complètement du côté des contrôles. On en a discuté avec les collaborateurs qui nous les ont envoyés. Pour l'instant, clairement, ça reste des variants de classe 4 et 5 de KDM5C. Par contre, de façon assez intéressante, les 2 variants affectent le même exon. Donc, on est en train d'essayer de comprendre est-ce que justement certains exons justement de KDM5C ne seraient pas concernés par la signature. Enfin, bref, toujours la même question, corrélation épisignature, phénotype, épisignature, génotype. Sur CHD7, je commence par le petit point rouge ici, qui était noté comme un contrôle positif de CHD7. Finalement, c'est une duplication complète de CHD7. Donc, en fait, on n'est pas du tout sur un mécanisme de perte de fonction. Donc, voilà, ça, c'est une aberration. Il n'a rien à faire là. Il faut le retirer. Voilà. Phénotype, alors, chevauchant, mais pas complètement concordant. Et puis, alors, CHD7... Toujours je reviens sur mes profils intermédiaires. CHD7, quand on a commencé, qu'on a rendu les premiers comptes rendus au mois d'avril, je crois, la seule chose qu'on avait, c'était 3 ou 4 CHD7 et ils étaient tous par ici. Et nos VSI en bleu, là, ils étaient tout seuls au milieu. Alors on était hyper ennuyés parce qu'on avait des profils intermédiaires sur les VSI, mais aucun contrôle positif intermédiaire. Donc cela, ne vous étonnez pas, si vous nous avez envoyé des CHD7 qu'on vous les a rendus, on vous les a rendus ici comme forme incertaine. On n'a pas voulu trancher à l'époque. Heureusement, parce que ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on a en fait, en effet,
des contrôles positifs qui présentent des formes quelque part atténuées de signature de CHD7. Voilà. Alors en conclusion, en termes de sensibilité, spécificité, comme je vous le disais, la spécificité, ça ne semble pas être un problème. Elle semble à peu près correcte pour toutes les signatures, en tout cas les 9 qu'on a testées. Pour la sensibilité, clairement, elle est très variable d'un gène à l'autre. Il y a des gènes pour lesquels on est vraiment en confiance quand on rend des résultats. Pour l'instant, c'est ATRIS, KMT2D ou NSD1, par exemple. Mais d'autres signatures où, clairement, c'est très délicat et on est parfois très gêné pour rendre les résultats. Donc, CREB-BP ou Cornelia de Lange pour l'instant, mais c'est une signature qu'on commence tout juste à analyser. Il faut qu'on rentre plus dans le détail. Pour une application concrète, pour l'instant, en tout cas pour nous, une application industrielle à l'aveugle, c'est impossible. Chaque signature a une forme unique et il faut une expertise sur chacun des gènes pour lesquels on va vouloir développer cette épisignature. L'existence de signatures atténuées ou intermédiaires complique le résultat parce que pour l'instant, on ne maîtrise pas clairement les conséquences de ces signatures atténuées. On ne peut pas se fier uniquement à un score binaire tel qu'on en a l'impression quand on voit les papiers avec ce score qui monte au plafond à 1 et qui est au plancher pour les contrôles. Et on a l'impression que c'est vraiment blanc ou noir. Dans la vraie vie, mais clairement pas. Donc il faut une interprétation humaine qui lit de façon attentive les ACP, les heatmaps et qui regarde clairement les choses. On a une énorme hétérogénéité dans les cas, ce qui fait que ce qu'on voyait quand on avait 3 ou 4 contrôles positifs, ça change complètement quand on en voit 10. Donc clairement, si on veut agrandir le nombre de signatures, n égale 10, c'est vraiment le minimum du minimum pour chaque gène qu'on voudra pouvoir exploiter. Et puis, alors, data not shown ici, je suis désolée, mais on a des effets techniques majeurs entre batchs. C'est pour ça que je ne vous montre pas les données, parce que justement, la signature qu'on pensait pouvoir avoir sur un gène, on se rend compte qu'effectivement, nos craintes sont vérifiées et que c'était un pur effet technique lié au fait qu'on n'avait pas mis de contrôle négatif dans le premier batch du CNRGH. Donc, il faut des contrôles négatifs à chaque envoi. Enfin, en tout cas, nous, quand on envoie des données, on met des contrôles négatifs pour vérifier qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et il faut une conception méticuleuse de la plaque qui vérifie qu'il y a une place aléatoire des échantillons sur la plaque, etc. Enfin bref, il faut faire vraiment très attention à toutes ces choses-là, sinon après, c'est désastreux. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention. Je remercie tous les collaborateurs parce que vous êtes nombreux. Et sans vous, on n'aurait rien pu faire. Voilà. Merci beaucoup, étant parfait. Je suis sûr qu'il y a des questions. Oui, merci beaucoup. Moi, c'est plus un commentaire du coup qu'une question. Par rapport à ça, tu disais effectivement que c'était la boîte noire quand on envoyait là-bas. Et donc pour CREB-BP, juste la réponse, puisque là on a actuellement une publication en cours et on a collaboré, vous avez collaboré, plein d'équipes en France et des Italiens aussi, des Espagnols. Donc je crois qu'il y a à peu près 80 échantillons qui sont en cours. Ça fait 2 ans qu'on attend les résultats maintenant. On devait publier en novembre 2020, un peu moins de 2 ans, mais normalement, voilà, on verra si c'est une signature qui est vouée à... Parce qu'avec 80, on verra bien si c'est une signature sur CREB-BP qui est vouée à ne pas fonctionner finalement ou très difficile, ou si on a vraiment quelque chose de plus robuste. Si je ne me trompe pas, dans le papier de 2021, là, de décembre 2021, il a maintenant 4 signatures sur CREB-BP et EP300. Il y en a 4 différentes maintenant. Oui, mais on n'a pas été inclus là dans cette... Et nous, alors il faudrait que je revoie, mais nous, dans l'étude en cours, on voulait faire une étude ancillaire spécifique et on a envoyé 80 échantillons. D'accord. On regardera attentivement en tout cas. Bonjour, j'aurais une question concernant l'effet batch, pour pallier à cet effet-là. Est-ce que vous avez essayé de repasser les mêmes échantillons sur des batchs différents ? Oui, en fait, justement, c'est pour ça qu'on a enfin la réponse. C'est qu'il y a une partie des échantillons du CNRGH, on vient de les repasser chez Diagenode avec des contrôles en face. D'accord. Et là, on comprend que la signature qu'on pensait avoir, en fait, elle n'existe pas. D'accord. Et l'autre question, c'est par rapport au contrôle. Comment vous avez réussi à recruter des contrôles pour l'analyse ? Alors, ce sont des contrôles pédiatriques sur des prélèvements du CHU. Mais alors là, pour le coup, moi, je suis statisticienne. J'avoue que je sais que ce sont des contrôles pédiatriques peut-être donc cogénétiques, mais pas sûr non plus. Je suis désolée. C'est des prélèvements qui étaient disponibles au CHU et qu'on avait le droit d'utiliser,
Mais alors là, le recrutement, j'ai laissé ça à mes collègues. Ok. Et donc, si je peux une troisième question, non? Si. La dernière. Merci. Alors, je sais que dans la méthode qui a été développée par Bekim Sadikovic, en fait, comme il avait des pools mixtes composés par des puces 450K et 850K, et du coup, il a pris en considération juste les sondes qui sont en commun entre les deux. Oui. Et j'imagine que vous avez passé vos échantillons sur des puces 850K, c'est ça? Oui, mais on est aussi sur l'intersection 800-450. Ouais. Parce que, pour l'instant, on est censé refaire l'analyse juste sur des épiques pour voir. Ouais. Mais pour l'instant, j'ai pris les données que j'avais normalisées justement pour l'estimation de la signature. Et comme on utilisait aussi des contrôles en 450K, ouais. on était restreint à l'intersection. Ouais, voilà. Donc ma question est, est-ce que vous avez essayé d'étendre l'analyse sur d'autres sondes qui, à votre avis, semblent être différentiellement méthylées entre les contrôles et les K-index? Non, on sait vraiment. En fait, le problème, c'est que là, avec n égale 10, si on fait une estimation d'une nouvelle signature, on va avoir un problème de taille d'échantillon, on va faire du surapprentissage et clairement, ça va être désastreux. Donc, on a un échantillon trop petit pour se permettre de faire ça.